Bonsoir, bonsoir à tous. On va démarrer. Merci d'être là. Merci à Gilles Delalex du studio Muoto d'avoir accepté cette invitation. On est ravis. C'était programmé depuis l'an passé, puis on n'avait pas pu. Voilà. Donc là, on est vraiment ravis de l'accueillir et de découvrir ce travail. C'est un travail qui résonne avec nos préoccupations, avec les thématiques qui occupent nos studios, notamment en S6, en master aussi, sur la question des équipements, sur la question de la mutabilité, de la flexibilité. Moi, j'ai découvert le travail de votre agence il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, et puis notamment, évidemment, le bâtiment de Saclay, qui était incroyable par son côté hybride, parce qu'il regroupait tellement de choses. Une infrastructure, une structure, un bâtiment capable d'accueillir plein de programmes, une générosité dans les espaces. On passe dessous, on grimpe dessus, des jardins suspendus, ou des terrains de sport, je ne sais plus, c'est plein de choses. Donc dans un campus qui est un bâtiment qui est accueillant d'abord, et puis qu'on peut s'approprier de plein de manières. Donc c'est cette générosité, moi, que j'ai beaucoup aimée, à la fois cette radicalité, mais aussi cette bizarrerie dans l'architecture, cette audace de mélanger les choses, de mélanger dans les projets ensuite que j'ai pu découvrir. Il y a un peu ça, il y a cette idée du signe, cette idée de la surprise qui occupe les projets malgré cet évident minimalisme souvent de vos projets. Il y a cet emploi de la couleur, il y a ce côté plastique aussi qui occupe vos projets, qui parle aussi des époques, on en parlait tout à l'heure, de la nostalgie. Voilà, je trouve que c'est des bâtiments et une production qui est à la fois radicale mais émouvante. Donc c'est un peu cet oxymore moi, qui me plaît. Peut-être Agathe, qui connaît bien aussi la production de l'agence, si tu veux dire 2 mots, puis après on vous laissera avec Gilles pour une présentation des projets. Juste, il y aura un petit pot après dans le forum, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Merci Rémi, moi je suis très heureuse d'accueillir Gilles ce soir. Juste quelques petits mots sur l'agence. Le studio a été fondé en 2003 avec Yves Moreau, donc 2 associés à Paris. C'est à la fois 2 praticiens et en même temps 2 enseignants. Gilles qui enseigne aussi à l'ENSA Paris-Malaquais et à Harvard, à Vienne. Enfin, ils sont dans une pratique qui est nationale, internationale. Et je pense que c'est important dans une école d'architecture comme l'IMVT, justement d'avoir ces architectes qui parlent à la fois de cette échelle d'un bâtiment métropolitain parce qu'ils ont cette échelle fondamentalement métropolitaine et s'inscrivent dans la ville, et en même temps de dialoguer, toujours d'être dans ce réseau d'architectes internationaux. Donc pour moi c'est un plaisir de l'accueillir ici. Muoto, c'est assez ambivalent, donc on a bien sûr l'équerre d'argent, comme le disait Rémi, en 2016 pour le lieu de vie à Saclay, et puis en même temps des plus petites échelles. En 2023, la Biennale d'architecture de Venise les a invités à faire le pavillon français, qui était un pavillon à la fois qui vient réveiller, selon tes mots, les désirs d'utopie, la possibilité d'imaginer des ailleurs dans un contexte de crise que l'on traverse aujourd'hui. Et je pense que ce pavillon, il est assez significatif de votre travail, qui va tenter de renverser, de bouleverser les attendus et de répondre à votre manière, finalement, à ces crises, à ce contexte qui change de manière pas vraiment conventionnelle et toujours radicale. Et je pense que cette ambivalence, on la retrouve, donc ce qu'on voit pas forcément dans le travail fini, mais surtout dans le processus de projet de Muoto, qui est une sorte de foisonnement. Ayant moi-même travaillé à partir de 2020, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Gilles. Un foisonnement qui nous frappe quand vous arrivez à l'agence, qui est cette espèce d'espace, de grand espace en longueur qui est bordé de fenêtres, un peu à l'image de l'atelier de Le Corbusier finalement.
Et c'est où on a un foisonnement d'idées qui est représenté par des A3 collés le long de la façade. Et je pense que c'est super important de comprendre que Myoto, c'est à la fois cette maîtrise dans le dessin, maîtrise jusqu'au détail, où vous dessinez cette radicalité, cette abstraction, et en même temps ce foisonnement d'idées dans le processus de projet comme une expérimentation qui ne se finit jamais. Et qui va justement générer des formes radicales, non conventionnelles, au-delà du rationalisme qu'on connaît tous de vos bâtiments. Donc voilà, donc ça me fait très plaisir que tu sois là et je te laisse la parole. Ben, je remercie. Je remercie pour l'invitation. C'est vrai qu'il date d'il y a longtemps. Donc finalement, on est arrivé à venir. Ça me fait très plaisir parce que je peux visiter votre magnifique école qui est une infrastructure. Alors j'ai bien compris que le thème, je pense, du semestre, enfin en tout cas, il y a un thème autour de l'équipement métropolitain, en tout cas j'imagine régional, qui a une vocation de structuration, c'est-à-dire qui s'adresse à une échelle beaucoup plus large. C'est-à-dire que c'est le genre, enfin, de programme qui est certes de l'architecture, mais qui est un petit peu à la frontière d'une figure qui est l'infrastructure, qui représente quelque part notre recherche à nous, en fait, qui a commencé il y a très longtemps, même avant que l'agence commence. Moi, je dois dire que j'avais fait ma thèse il y a très longtemps. Je ne vais pas vous dire combien d'années, mais il y a très très longtemps, notamment sur les infrastructures. Hein. Il s'agissait d'un road trip en Europe qui traversait 11 pays et l'idée avait été de photographier les stations-service, pas tellement comme des lieux de mobilité, mais justement de stations, quoi, des lieux où on reste, ouais, où il y a une vie sociale qui s'installe avec une architecture qui est très particulière. Qu'on va souvent qualifier de standardisé. Alors l'idée, il y avait une double objectif, c'était de dire d'une fois que la standardisation, en fait, comme grand phénomène global, était toujours plus complexe qu'on y pensait. Le phénomène lui-même n'existait pas en tant que tel. C'est un peu une abstraction, parce que dès lors qu'on entre dans le système, on voit plein de différences apparaître, il n'y a pas deux stations pareilles. Et puis l'autre, c'était de montrer que c'était des lieux à part entière. Et, enfin, Auger avait depuis longtemps théorisé l'idée des non-lieux, mais qui expliquait, qui étaient des lieux de socialité. Donc c'était l'idée de travailler là-dessus. Je pense que c'est un imaginaire qui s'est fabriqué, qui s'est nourri au fil du temps. Ensuite, quand on a fabriqué l'agence à travers des projets, en fait, je pense qu'on n'avait pas un agenda clair. La recherche n'était pas délibérément orientée à faire de l'architecture, mais on s'est bien rendu compte au bout d'un certain temps qu'on travaillait avec un certain vocabulaire, ce qu'on appelle un imaginaire. Le mot imaginaire est assez juste. Hein. Un imaginaire, c'est quoi? C'est un spectre, une sorte de gros paquet d'étagères, je sais pas quoi, c'est une archive d'images, de textes, d'influence, de référence. Et comme le disait Agathe, nous on travaille énormément en affichant des choses au mur, notamment sur les fenêtres, parce que c'est pas très grand, on est à Paris. Donc les fenêtres sont recouvertes d'images et on les renouvelle. Chaque nouveau projet qui commence convoque une petite recherche iconographique, et parfois un peu plus. Et on s'est dit un jour qu'on allait reprendre ce vieux sujet de l'infrastructure, à un moment où on s'est dit qu'en fait, il y avait une bonne part du travail qui était invisible, et on s'était dit qu'on allait la rendre visible. On allait ouvrir nos archives quelque part, et on allait rassembler les images et les textes. Donc l'année dernière, enfin les 2 dernières années ont été beaucoup, en partie dédiées à des publications. On a eu 4 publications sur lesquelles on a travaillé. Et dont une qui est certainement la plus personnelle, si je parle au nom de l'agence. C'est une publication clairement de studio, d'atelier. Et on s'est dit qu'on allait rassembler un peu tous nos textes, essayer de retrouver un fil rouge qui est précisément le fil de l'infrastructure et de l'autoroute en particulier.
Et puis, oui, rassembler à la fois les textes et les images. Donc c'est un livre qui est à la fois une collection de textes et une collection d'images. Et les images, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont relativement librement associées, mais sur un principe un peu d'analogie, en fait, de choses qui se rencontrent. Et on s'est dit qu'on allait associer à la fois... Alors, je vais vous montrer ça. J'ai proposé d'ouvrir un petit peu les pages, d'associer à la fois alors, jamais les photos qu'on voit dans les publications, sur les blogs, dans les revues, mais plutôt des choses qu'on aime, peut-être même par-dessus tout, peut-être encore plus que l'image des projets finis, mais qui sont des images de référence qu'on aime forcément, qui sont des images de vacances, d'aéroports, de déplacements évidemment, mais qui sont des images de projets aussi, des fois, qui se ressemblent pour une raison ou une autre. Et puis vous savez, quand on fait un projet, on en fait 10 avant d'en retenir un, et on s'est dit tous ces projets qui n'ont pas été réalisés, quelque part pour nous ils existent. On y fait référence, on en parle, on dit tiens, on parle de ce projet qu'on n'a jamais fait, et bien sûr ces projets qu'on n'a jamais fait, c'est la majorité, je veux dire, c'est quand même 88% du travail. Et donc on s'est dit qu'on allait tout rassembler, et pour retrouver un petit peu des points de rencontre entre ce qu'on a... d'esthétique, de plasticité, qu'on va chercher ailleurs, et justement pas forcément dans les livres d'histoire ou dans l'architecture pure. C'est souvent de la construction, mais ce sont des constructions qui appartiennent particulièrement au monde de l'infrastructure. Alors le livre s'appelle Holy Highway, en français on dirait l'autoroute sacrée, c'est comme ça c'est traduit, le livre il est en français et en anglais. L'idée, c'était, oui, de parler un petit peu, comme Prémy le disait, un peu de nostalgie, mais dans un sens positif, c'est-à-dire que la nostalgie n'est pas forcément le regret d'un moment qu'on voudrait reconstruire, mais la conscience d'un temps qui passe et qui ne se reproduira pas. C'est-à-dire que la nostalgie, c'est un concept, alors je n'ai pas prévu d'en parler, mais comme on en a discuté tout à l'heure, la nostalgie, ça apparaît au XVIIe siècle avec l'invention du temps linéaire. C'est-à-dire ça vient avec la modernité. L'idée de progrès, elle convoque, elle crée l'idée de la nostalgie. C'est-à-dire que l'idée du point lointain, cette vision très éloignée dans le futur, l'idée de futur même, elle correspond à un autre sentiment, qui est une sorte de crise, de maladie, de la chose qu'on ne reverra jamais, qui se situe à l'inverse. Et je crois que le progrès et la nostalgie ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. Je crois que ce sont deux concepts. Alors, nostalgie a d'abord été conçue comme une maladie. C'était les soldats suisses qui partaient en campagne et qui voulaient retrouver qui avaient une nostalgie de leur on dit homesick, ou voilà, qui étaient malades de leur maison disparue. Et quand ils revenaient, les médecins remarquaient que, c'est un médecin alsacien, ils remarquaient que leur nostalgie en fait disparaissait pas du tout. Le retour à l'endroit désiré n'arrivait pas du tout à résoudre cette nostalgie. Donc c'est un sentiment c'est un sentiment créatif, quoi. On s'est dit que ça marchait aussi. On pensait à des architectes comme Guéry qui parle par exemple des poissons de ses grands-parents, et on voit bien qu'il regardait dans un aquarium. Il a fait des poissons toute sa vie derrière, mais il a très conscience d'où vient cette impulsion. Ou Koulas, quand il fait la ville générique, bien évidemment, il parle de Singapour. Je crois qu'il a une ville de son enfance qu'il a retrouvée complètement chamboulée. Il a un petit peu théorisé cette idée de la tabula rasa perpétuelle, de cette modernité en fait qui s'est jamais arrêtée. Donc je crois que cette idée de nostalgie, on aurait tort de la ranger comme un sentiment réactionnaire, quand elle est prise dans une conscience d'un manque qu'on essaye de remplir en permanence. Donc nous, je pense que c'est vraiment une nostalgie qui renvoie à une époque qu'on n'a jamais connue, mais qu'on peut dire c'est le monde de la modernité avec ses préceptes, ses désirs. Le pavillon de Venise, on voulait parler de ça. On voulait parler de réveiller un désir d'utopie. Donc c'est pas fabriquer une utopie, mais c'est réveiller un désir, une volonté, un souhait, une sorte d'élan
qui nous semblait avoir disparu, et on se posait la question comment faire. Donc ça, c'est notre propre nostalgie à nous de valeurs qui avaient disparu. Et quand on a commencé l'agence, le premier projet en 2003, on est allé dans un monde, on a réveillé certainement un monde d'une modernité qui avait disparu à l'époque, hein, si vous vous souvenez enfin plus ou moins, hein, mais qui avait généralement disparu à cette époque. On était dans une forme d'architecture très, très différente, et on avait décidé donc d'explorer un monde, enfin un univers esthétique et théorique un petit peu différent. Donc l'introduction du livre, je vais pas vous il est long, il a 4 chapitres. L'idée, c'est de dire, quand on entre sur une autoroute, on se retrouve un petit peu dans un sanctuaire qui est peuplé d'objets, un petit peu comme les îles Galapagos, une sorte d'espèces de constructions qui sont restés figés dans leur état primaire. Il y a une sensation un petit peu d'arriver dans un monde à part, qui n'a pas évolué de la même manière ou à la même vitesse que la société extérieure. Ça qui nous a paru assez fascinant. Et une autre chose qu'on trouvait intéressante, c'était que l'autoroute en particulier, mais les infrastructures en général, qui sont des objets du passé, hein, qui viennent d'une pensée, d'une idéologie qui date, hein, notamment depuis toute la science de l'ingénierie, depuis le 17e, 18e, 19e, et beaucoup aujourd'hui, début 20e. On s'est dit que c'était un monde à réveiller, c'était un monde qu'on n'avait pas encore recyclé dans ce processus de recyclage intense. Et on s'est dit que ces objets, étrangement, comme ils sont transposés, ils arrivent du passé aujourd'hui, et ce qui se passe, c'est qu'il y a une sorte de clash de valeurs. C'est-à-dire que les autoroutes, ce sont des objets clivants. Il y a ceux qui les aiment, et puis il y a ceux qui la détestent. C'est-à-dire que c'est l'autoroute des vacances, c'est des souvenirs, il y a des choses qui s'y passent. Hein. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent qui ne peuvent pas arriver dans les centres-villes, parce qu'il y a beaucoup de règles de circulation, mais il n'y a pas de règles sociales. Et puis on les déteste en même temps, parce qu'elles sont un symbole de cette idée de l'universalisme, de l'unité, d'un monde qui serait identique partout aux 4 coins de la planète. Puis viennent des problèmes de pollution. Et je pense que ces objets, pour nous, ils parlent de notre propre relation à la modernité, qui est une tradition, quelque part, qui est une tradition très, 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 on va dire, occidentale, même européenne, qui est venue avec les Lumières. Et on a, évidemment, aujourd'hui, on nourrit une relation très, très ambivalente, très difficile à résoudre. Et dans cette tentative de résoudre notre relation, de se réconcilier avec ce passé, il nous semble qu'il y a une mine je sais pas, de choses, d'objets, d'idées qui sont là et qui sont comme un répertoire dans lequel on peut aller fouiller pour fabriquer de l'architecture. Là, à gauche, c'était nos images, hein, c'était la constitution du livre qui est resté très longtemps au fond qu'on complétait au fur et à mesure. Là, ce sont juste des croquis. Là, ce sont les premiers travaux. On faisait des films et quelques projets clés qui ont été des projets de référence un petit peu pour le vocabulaire, pour leur histoire, des infrastructures qui ont souvent changé de fonction au fil du temps. Ça nous renvoie à l'architecture. L'idée de flexibilité aujourd'hui, c'est pas le mot qu'on utiliserait, mais l'idée que vous voyez là, une plateforme maritime qui était une infrastructure militaire qui est devenue une radio pirate, et puis une micronation. Enfin, c'est des objets qui se transforment dans leur fonction et dans leur vocation avec le temps. Voilà, donc je passe un petit peu en revue tout cet imaginaire. J'imagine qu'on pourra faire le même livre dans 20 ans, quoi, je sais pas s'il y a encore une raison de faire des livres dans 20 ans. Et ça sont les 4 chapitres, en fait. Les 4 chapitres qu'on a appelés totems, les ruines joyeuses, les îles de béton, et les foules fantômes. En fait, ce sont des figures de l'autoroute
qu'on a utilisés pour parler de certains types de bâtiments. Des types pas forcément, un peu formels, mais par exemple, les totems sont les bâtiments signes verticaux qui sont comme des billboards. Il y en a toute une série sur l'autoroute qui parle d'une certaine présence. On parle souvent, nous on pensait aux premiers bâtiments, on en a fait beaucoup, des bâtiments qui sont des premières pierres qui arrivent en premier, comme ce qu'on appelle les gnomons. C'est le pic qu'on arrive sur une terre inconnue, on le pose, ça prend le soleil, ça met une trace, c'est une sorte d'horloge solaire, et c'est un premier geste d'appropriation d'un nouveau territoire, même si c'est une architecture extrêmement rudimentaire. Les ruines joyeuses, c'était une chose qu'on avait un petit peu théorisée. Ce sont les bâtiments qui sont entre un état de destruction et de construction. À l'époque, notamment de Saclay, on s'était dit il n'est pas fini ce bâtiment, tout à fait, plus ou moins volontairement, ça nous arrangeait. Et on s'était dit il y a peut-être un état un peu adolescent où on est entre deux désirs contradictoires, de régresser, de revenir à l'enfance ou de s'émanciper, de devenir adulte. Alors pour nous, c'était un petit peu une métaphore de certains types de bâtiments qu'on voulait garder, qu'on tentait de garder entre de manière assez dramatique, entre le suicide, la fin, enfin, le bâtiment qu'on démolit, et puis le renouvellement, la vie. Vous voyez, cette ambivalence justement entre progrès et nostalgie. Les îles de béton, vous savez, ça reprend un titre de l'auteur J.G. Ballard. Vous savez que les autoroutes, elles créent des creux vides. Des fois, les bretelles, elles se coupent et ça crée des no man's land où il y a souvent des communautés nomades qui s'installent. Et pour nous, c'était la figure de l'utopie. C'est le lieu qui a été oublié, c'est le lieu lointain qui est à distance, qui est très proche physiquement, mais qui est inatteignable. Moi, je vous conseille de lire ce très court roman qui parle justement d'un architecte qui tombe dans ce trou d'autoroute et qui subit une cure, enfin qui va réapprendre à vivre, ça va être un moment de retrait pour regarder sa vie d'architecte avec beaucoup de succès, mais finalement une vie très, très dissolue. Et il va vivre un moment très particulier. Donc c'est le thème de l'utopie, qui est un thème aussi récurrent dans l'agence. Et puis les foules fantômes, en fait, c'est la foule qui n'existe pas sur les parkings déserts, parce que les autoroutes, vous voyez, il y a ces trames. Alors la figure de la grille, elle est aussi omniprésente dans nos travaux. Et on trouvait peut-être ces espaces, ces parkings souvent abandonnés, parce qu'ils sont faits pour accueillir une grande quantité de voyageurs, sont abandonnés avec quelques traces. Et ça, pour nous, c'était une manière de parler d'un espace public, parce que l'autoroute, c'est un espace public complètement hors d'échelle, complètement fou, complètement ramifié, et certainement l'espace public le plus radical qui a été imaginé et construit, et qui est rarement conçu comme un espace public, alors que pour nous, il l'est de manière peut-être encore plus forte que n'importe quelle place, justement par cette absence, parfois par ce basculement entre l'abandon et la congestion. Et on voulait étudier un petit peu un certain nombre de figures. On avait travaillé autour notamment des images d'Alex McLean, qui prenait beaucoup ou Ed Ruscha. Enfin, les parkings ont été un sujet de photographie assez régulier depuis les années 60 au moins. Donc là, je vais commencer. L'idée, comme pour coller à votre sujet pédagogique, moi je suis prof, donc je comprends que c'est important, mais ça donne un sujet de conférence. J'ai fait une petite sélection de 7 projets qu'on a fait au fil des années, avec des projets très anciens. Je crois que ça part de 2009 jusqu'à l'année dernière, je suis à Montpellier, on en a fait un, mais le dernier est construit. Et puis je pense que je vais essayer de les décrire d'une manière aussi ciblée que possible pour parler peut-être de la réponse et du contexte qui est géographique, mais qui est aussi souvent programmatique. Il y a un nœud qui se joue entre les deux et qui permet d'imaginer quelque chose. Donc essayer de parler un petit peu l'imaginaire, du contexte et des imaginaires qu'on est allé chercher à l'époque et qu'on construit finalement le livre. Le livre vient après toutes ces années, globalement. Alors, le premier, il se situe à Laval. C'était
un programme qui s'appelait la Cité de la réalité virtuelle. En fait, c'était un programme qui regroupait, très intéressant, un petit peu comme ici, qui regroupait 3 établissements universitaires, des lieux de simulation, des entreprises, des lieux d'exposition, des centres de conférences et des lieux de rencontres. Et dans un ancien terrain militaire, quand même un petit peu loin de tout, au bord d'un rond-point, on avait du mal à s'accrocher à une quelconque forme. Et on s'était dit qu'il fallait... Ça s'appelait la cité. Donc on s'est dit, c'est assez beau cette image de reconstruire une petite ville, mais alors le programme était vraiment trop petit pour faire une ville, évidemment. Alors ce qu'on avait fait, c'est qu'on est allé chercher un autre programme. Bon, c'était nos premiers concours, hein, on se permettait tout, hein, c'était international, on s'est dit, on a de la chance d'être là. Il y avait un programme d'aréna, de salle de sport de 3000 places, qui était prévu un petit peu plus loin, et on leur avait proposé de faire les deux en même temps. C'est-à-dire qu'on a complètement dérogé, on a fait un stade, on était très contents de faire un stade, et on a dit, mais si vous mettez ces 2 équipements ensemble, vous avez une alternance, ils vont vivre à 2 vitesses différentes, et ils vont se donner de l'énergie l'un à l'autre, et vous pouvez construire ce cercle de 100 mètres de diamètre que vous allez pouvoir appeler véritablement une cité, avec tout un imaginaire qu'on est allé chercher plutôt du côté de la science-fiction, à cause de la réalité virtuelle, l'idée à l'époque, bon, vous voyez, ça date un petit peu. Et on avait en tête, alors on avait un petit peu, on avait démontré la taille, c'est le centre de Laval, dans un diamètre de 100 mètres, et le plan de la cité, avec l'idée de faire un contour, c'est pas un cercle, hein, c'est vraiment un contour en disant, voilà, il y a une valeur donnée entre ce qui est dans la ville et hors la ville. Voilà, il y a l'idée d'un contour invisible, d'un mur, comme une forteresse, qui est initial, qui correspond à la création d'une ville. Alors finalement, celui-là on l'a pas construit, mais on l'avait remporté. Le maire avait été intéressé en se disant, bon, certes, l'Arena n'y comptait pas, on ne va pas vous la donner, mais par contre, c'est intéressant de faire un projet, un demi-projet. C'était vraiment, je ne sais pas, ça ressemblait un peu à une tranche de camembert. On n'était pas tout à fait sûr, mais pour le maire, c'était intéressant, dans une vision à long terme, il avait cette idée que lui pouvait attirer des entreprises, tout en disant, si vous êtes là, si vous venez, on vous met dans le cercle. Et ce cercle a une valeur, parce que vous avez une infrastructure qui est disponible, et on vous offre tout un tas de services. Donc voilà, on avait dit, alors c'est pas tout à fait un camembert, on avait dit que c'était plutôt une pizza, on pouvait tout mettre dessus. Là, c'est un petit peu l'ensemble du programme initial, qui est relié par des rues. Là, on a les 2 programmes assemblés, avec l'idée de cette trame de rue qui était interrompue, qui tapait sur les contours du cercle et qui s'interrompait sur rien, quoi. En fait, l'idée, c'est qu'on arrive au bout d'un couloir surdimensionné et on tombe un petit peu sur le paysage suburbain de la ville, avec voilà, tout un tas de références graphiques quand on cherchait un petit peu le plan, qui était un plan de rue et de place. Donc finalement, à la fois un imaginaire de la science-fiction, puis un imaginaire très, très, très urbain. Voilà, on s'était dit, on dirait un plan de l'étoile noire de Star Wars, et des vieilles technologies un peu dépassées, qui avaient donné ce plan sur donc un bâtiment très horizontal, très plat. C'est un petit peu ces grandes plaques, on les a réutilisées un petit peu, c'est quelque chose qui a évolué, ça explique notamment Montpellier, je fais toujours référence, mais ça vient de là un petit peu, ces bâtiments très horizontaux qui sont percés et qui sont des plaques, les Smithsonian les appelaient des mat buildings, hein, des bâtiments horizontaux comme des tapis, hein, un petit peu. Alors c'est un bâtiment qu'on a développé. Vous voyez, la rue, on avait imaginé une passerelle entre les 2 équipements, avec la vraie rue qui passait en dessous, de telle sorte qu'on pouvait un peu voir passer les voitures. Puis l'intérieur, on avait imaginé ça comme quasiment que des grands espaces linéaires. L'idée, c'est qu'on circulait à l'intérieur et on tombait parfois sur des places. C'était
C'était la cafétéria qui était en fait un espace qui rentrait dans la trame des rues. Et les couloirs qui étaient un petit peu trop larges pour pouvoir mettre des canapés, des choses comme ça aussi, un petit peu à la Silicon Valley, quoi, quelque part. Et donc là, je pense que c'est un très vieux projet, mais je pense on commençait à rentrer dans le monde de l'imaginaire d'infrastructure, parce que la structure était visible, parce que quelque part, on avait bien conscience qu'on livrait une structure capable, et que la vie on ne singeait pas, on n'était pas en train de dire voilà, on va mettre des couleurs pour vous montrer que c'est approprié. On disait que là, il y a une vie qui viendrait après. Donc ça, c'était le demi-projet, qui n'était pas loin d'être construit, mais voilà, changement de maire. C'est comme ça arrive souvent en France. Alors un deuxième projet qu'on a fait, alors on était en association. C'est un projet très aussi hybride. C'est un concours qu'on avait fait en même temps, plus ou moins à la même époque. Il s'agissait d'un groupe scolaire, on en a fait 2, qui était à Clichy-la-Garenne, un petit peu au nord de Paris, et qui s'inscrivait dans un parc, qui est un ancien parc industriel, qui était très très pollué. Et quand on parle d'un site pollué, on a vu ce que c'était la pollution. C'était une terre noire remplie d'huile. Il y avait des grands réservoirs avant. Et donc toute construction qui arrive sur un site comme ça, spécialement quand il y a des enfants qui vont l'habiter, il implique de creuser, de dépolluer. Donc l'idée, c'est qu'on savait qu'on allait devoir creuser dans ce parc qui était à 9 mètres de hauteur. Je crois qu'il y avait un grand mur d'enceinte tout autour, assez beau, un peu à la Vauban. Et on s'était dit qu'on allait plutôt essayer de refabriquer un morceau de parc. Comme on l'enlevait, puis que ce parc était rongé avec le temps, petit à petit, il rétrécissait, et qu'il y avait un vrai projet de parc paysager. On allait essayer de refabriquer un morceau de géographie et de replacer, on enlève de la terre, mais on la remplace par l'école, avec l'idée de creuser des cours à l'intérieur. Alors ça, c'est une réponse assez typique à la France. Vous savez, les écoles républicaines sont des écoles très très fermées en France. On est les champions des écoles. On a les écoles les plus fermées du monde, je crois. Alors c'est intéressant aussi. On nous demande pourquoi nos écoles sont si hermétiques. Je dis, mais c'est en France, c'est comme ça. L'idée, l'école, c'est pas en Suisse, en Belgique, les écoles sont ouvertes. La cour, elle peut être de l'autre côté de la rue ou dans le parc en face, il n'y a pas de problème. En France, non. Attention, les parents sont très dangereux, les voyeurs, enfin, tout. Il y a tout un imaginaire du danger. Mais il y a un intérêt particulier, c'est que les écoles sont des lieux un petit peu à part entière. Ils ont une forme, ils ont une petite valeur d'utopie. Il se passe quelque chose, et puis quand on sort de l'école, on sort de l'école. Voilà, les règles sont différentes. Et donc là, on s'était dit qu'on creusait des cours, c'est-à-dire qu'on était quand même un petit peu en rapport avec les entrées, avec le parc, mais qu'on sécurisait un petit peu tout ça. C'était aussi un argument. Donc c'est un bâtiment qui est principalement, qui est semi-enterré, qui est éclairé principalement par ses cours, pas seulement, puis qui a une toiture enherbée qui est accessible. On aurait aimé qu'elle soit accessible complètement. Enfin, une grande prairie, en fait, on l'a rendue accessible. Voilà, pour des raisons que vous pouvez imaginer, avec un petit jardin sur le toit, notamment avec un lieu. Alors, on a réutilisé évidemment cette image de la structure qui maintient les terres pour pas qu'elles envahissent, qu'elles retombent dans l'école. On a créé, il y a un lieu particulier qui est, vous voyez, cette espèce de grotte là au milieu, en fait, parce que ce sont 2 écoles qui sont superposées. Il y a des petits en bas, puis des grands en haut. Et à un moment, vous voyez les 2 cours, à un moment, les 2 écoles se croisent. On a dessiné un labyrinthe au fond des cours. À un moment, les 2 écoles se superposent. Vous voyez, au milieu, il y a une sorte de bâtiment pont où on a mis les grandes salles un petit peu communes aux deux écoles. Et puis en bas, un espace qu'on a appelé la grotte, parce qu'il était sombre, il était hors du programme. Et on s'était dit que ça pouvait servir de préau. Voilà, il y a un jeu et des pyramidons qui viennent chercher un petit peu la lumière et donnent l'accès à la toiture. Ça, c'est la grotte. Et puis un rapport très franc entre ces structures épaisses en béton et les remplissages en bois à l'intérieur, et pour rendre le bâtiment
capoté de verre en U là, qui sont isolés avec une mousse à l'intérieur qui fabrique toute une lumière laiteuse un petit peu, qui est claire, qui est très, très généreuse, très blanche, mais en même temps qui permet pas de voir à l'intérieur de l'école. Et ce projet, c'était intéressant parce qu'on avait travaillé avec Jean de Giacinto. Et cette structure, c'était notre première expérience de chantier, de gros chantier. Et bon, on doit avouer que le bâtiment en construction nous semblait plus beau en fait que le bâtiment livré. C'est vrai, on avait commandé un reportage, on avait commencé à travailler avec Maxime Delvaux, photographe belge, et on lui avait dit de venir pendant la construction parce que ça nous paraissait vraiment le plus beau moment. Moi, j'avais très peur qu'on finisse tout, que le bâtiment devienne une chose complètement un petit peu figée. Et bon, je pense que ça a été un premier regard sur la structure en tant que chose, que paysage extrêmement matériel, et qui parlait d'un bâtiment justement qui était pas fini. Je pense que ça a été une expérience qui nous a un petit peu aidé à faire un pas supplémentaire quand on a fait le bâtiment de Saclay. Alors en anglais, ça s'appelle Urban Condenser. C'est pas nous qui avons trouvé ce titre-là. En français, ça s'appelle le lieu de vie. Mais le condenseur urbain, ça nous a beaucoup plu. Ça renvoie au condensateur social communiste un petit peu. Ça nous renvoie à une sorte de vieille idéologie moderniste également. Et alors, le contexte est lui aussi particulier et il convoque un petit peu toute l'idée de la structuration, l'organisation du projet. Donc on arrive, c'est 2012, on arrive à Saclay qui est désigné, grand programme national, qui est désigné pour être un nouveau campus, très loin, à l'écart de Paris, avec très peu de gens. Et là, on lit un programme urbain, c'est Xaver de Guetter et Devine qui ont créé un petit peu ce programme, ce grand plan urbain, avec l'idée qu'il va y avoir une ville dense tout autour. On a du mal à y croire, évidemment, parce qu'on est au milieu des champs, il y a quelques bâtiments des années 90-70. Et on se dit que si on veut y croire, il faut vraiment jouer le jeu absolument. On se dit qu'il faut faire un bâtiment vertical à cet endroit-là. À l'époque, on va voir les learning centers. Ce n'est pas un learning center, c'est un petit peu encore un truc différent. Ils avaient appelé ça un lieu de vie parce que l'idée, c'était de créer un lieu de rencontre entre les étudiants, plutôt les étudiants scientifiques, des garçons, hein, beaucoup qui font les sciences, les maths là-bas à Saclay. Il y a l'université de maths, mais il y a beaucoup de grands équipements. Il y a HEC, il y a Supélec, Centrale, il y a des entreprises. Mais ce sont que des enclaves dorées quelque part. Tout le monde a son auditorium, sa bibliothèque, sa piscine, tout. Donc il n'y a pas de raison de se rencontrer. Donc on a une maîtrise d'ouvrage éclairée qui se dit il faut créer un lieu public. C'est étrange parce qu'on se croise dans la rue normalement sur des places, on n'a pas besoin de ça. Mais dans ce contexte-là, il s'est dit il faut créer un lieu public au départ pour que les gens se rencontrent, sinon ça ne sert à rien de créer une université dans ce contexte. Mais donc nous, on arrive dans un lieu où il n'y a rien. Et ça, c'est une première pierre, un petit peu. C'est-à-dire que c'est un lieu assez vide, on est un petit peu abonné à ça, comme Laval, sauf qu'il y a un projet derrière. Donc il y a une ville qui arrive et on se dit il faut poser la première pierre de cette ville qui va arriver. Donc quelque part, il faut être un peu exemplaire. On dit voilà, ça pourrait être comme ça. Il faut anticiper la ville qui n'est pas encore là, il faut faire un effort d'imagination. Et on se dit que les learning centers. Alors, je veux dire, j'ai pris mes vacances à l'époque, on a eu 2 mois, on a eu un mois pendant le concours en été, ce qui était incroyable d'avoir un mois de break dans un concours. Alors, je vois à Chicago, là, le McCormick Center d'Oma, là, qui est génial, qui est tout horizontal, qui monte, qui descend, qui a des escaliers, qui est une sorte de dinguerie. Et puis alors à Lausanne, il y a Sana qui livre aussi le Rolex Center. Et ces 2 programmes sont 2 bâtiments extraordinaires. Et ils sont horizontaux. Ils sont extrêmement horizontaux, ils montent, ils descendent. Il y a une sorte de fluidité dans les rapports parce que ce sont des bâtiments plats. Et nous, on se dit, on veut faire un bâtiment vertical. Comment on fait? Et on se dit, il faut introduire quelque chose pour retrouver la même continuité, mais verticale. Donc on a l'idée de mettre un grand escalier au milieu qu'on qualifie de rue verticale.
Alors c'est le plan masse, vous voyez à gauche, ça c'est le bâtiment de Doma central, je sais pas, qui est à peu près 20 fois plus gros, et entaillé, et d'autant plus en budget, on a un micro-budget, tel qu'on se dit on ne peut pas le faire, comment on fait? Est-ce qu'il faut faire un tri dans les choses qu'on met? Est-ce qu'il faut trouver d'autres formes de gestion? Parce que vous savez, les programmes en France, on les fait comme ça, hein, on dit il y a besoin de ça, 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 et puis on fait un document Excel où on accumule tout, on met tout. Chaque activité correspond à une salle. Et nous, on s'est dit, ben, peut-être qu'on peut avoir 2 activités dans la même salle, parce que ça n'arrive pas au même moment. Donc on commence à travailler un petit peu sur les horaires d'ouverture. L'idée, on se dit, le bâtiment il va devoir fonctionner, dans l'idéal, 24 heures sur 24. Donc il faut arriver à fabriquer un bâtiment qui soit occupé tout le temps, sachant qu'on ne sait pas s'il sera occupé. Donc il y a cette idée encore, là, comme dans les parkings déserts, que peut-être il sera vide et peut-être il sera plein. Parce qu'il y a également un programme clé dans ce bâtiment, c'est un grand restaurant universitaire qui fonctionne 2 fois par jour. Donc c'est très peu, hein. Mais c'est des moments où il y a 800 personnes qui arrivent, pas en même temps, hein, en deux couverts. Et donc dans ce tout petit truc-là, il y a 2000 mètres carrés d'espace fermé, hein, c'est rien, hein, c'est minuscule. Il y aura 800 personnes par contre. Et eux, déjà, au niveau thermique, ils chauffent tout, donc on se dit on peut y aller. Et dès qu'ils partent, le bâtiment il refroidit. Donc il chauffe et refroidit en permanence. C'est un bâtiment qui va monter et qui va descendre dans son activité normalement. Et on essaye de mettre au point ce plan. On y passe beaucoup de temps. On n'arrive pas à trouver l'organisation. Comment on peut mettre ensemble des salles de sport intérieures, des terrains de sport extérieurs, une cafétéria, tous les espaces techniques d'un restaurant, qui sont au moins un tiers, voire un peu plus d'espace pour une grande salle. Et on n'arrive pas à organiser tout ça. Et nous vient un moment une idée. On se dit, il faut enlever le sas d'entrée. Le hall d'entrée, on ne peut pas. Le hall d'entrée ne peut pas donner accès à toutes ces activités. Il faut qu'il soit immense. Et on se dit, on fait un grand escalier, et l'escalier est ouvert, et il donne accès aux différentes activités pour qu'elles puissent fonctionner indépendamment. Pour pas que si on ferme le restaurant, ben on ne puisse plus aller au sport. Et ça c'est compliqué. Donc l'idée d'un grand escalier central, qui est un escalier qui est à la fois à l'intérieur, mais qui est extérieur, pour des raisons d'évacuation, c'est-à-dire que bon, on était assez naïf pour penser que ça marcherait, donc ça a marché parce que je pense que le bureau de contrôle s'en est aperçu trop tard, que tout le monde évacuait par cet escalier central qui est immense, en fait, c'est 2 escaliers imbriqués, mais qui ont un petit peu une taille. C'est comme si vous prenez tous les escaliers d'une école, tous les escaliers d'évacuation et vous les rassemblez. Ça vous fait un grand escalier au lieu d'en avoir une série de petits. Et ça donne une échelle quelque part un peu infrastructurelle. On est quasiment à l'échelle d'un petit gradin, quoi. L'escalier, quand on le prend au départ, c'est un petit, il est grand, hein, par rapport à la taille du bâtiment. Et on utilise aussi un vocabulaire on dirait presque un parking pour voiture de béton parce que c'est le moins cher, c'est économique. Et puis le retrait des poteaux, vous voyez, qui vient de l'organisation du restaurant à l'intérieur, qui fonctionne avec une circulation périphérique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couloir. C'est un bâtiment épais, mais il n'y a pas de couloir. Tout l'intérieur est occupé par les noyaux. Donc c'est un bâtiment qu'on nous a souvent dit, tiens, c'est un bâtiment très simple, Non, il est très compliqué en vérité quand on s'y penche. La structure n'est pas du tout régulière. Il y a parfois des refends, des murs. Alors ça, c'est un petit peu l'organisation verticale avec la cafétéria, qui est un angle où vont venir. Aujourd'hui, il y a les 2 rues, il y a une place qui s'est accolée. Mais à l'époque, on s'imagine qu'il va y avoir un carrefour à cet endroit-là. Il n'existe pas encore. Toute la logistique, ça, c'est la technique qu'on met normalement sur le toit. Ça correspond un petit peu à la taille, à l'espace, la surface qu'on met sur les toitures qui sont souvent encombrées de machines. Donc l'idée là était un petit peu de faire basculer le bâtiment, de le construire un petit peu à l'envers, ce qui était réglementairement, techniquement assez compliqué. Je pense que vous allez avoir. Et puis bon, il y a tout un tas de questions
technique que vous devez connaître dans votre école qui se pose. Ça, c'est une terrasse qui était initialement dédiée à un programme de salles de réunion, de bureaux, oui, pour que les gens se rencontrent. Mais nous, on dit peut-être qu'on peut le laisser vide, et puis on se rencontrera dans la cafétéria. On organise la cafétéria pour pouvoir la fermer, pour avoir 2 accès, pour la faire un tout petit peu plus grande que dans le programme, et puis de faire aussi également un restaurant qui est un petit peu plus grand, légèrement avec une grande pièce. On se dit peut-être c'est là qu'on projettera quelque chose le soir. Les garçons vont regarder des matchs de foot peut-être. Enfin, c'est peut-être pas qu'une salle de restaurant. Les salles de sport qu'on met tout en haut, juste en interface avec les 2 terrains de basket qui sont sur le toit, qui sont 2 terrains très particuliers aussi, parce qu'ils n'ont pas du tout la taille de terrains de professionnels, hein, ce ne sont pas des terrains de compétition. Mais on se dit que ces terrains, s'ils peuvent rester ouverts, c'est aussi un appel. Et on nous a souvent demandé, mais pourquoi vous êtes donné toute cette peine pour mettre des terrains sur le toit, parce que c'est compliqué, il y a de l'acoustique, il y a tout un tas de choses. On ne l'avait encore jamais fait en France, donc ça a été tout... on a un bureau de contrôle qui nous a beaucoup accompagnés là-dessus pour parvenir à le faire. Et on s'est dit, mais pour l'expérience, parce que c'est beau, parce que c'est un plateau agricole qui est complètement plat, avec des châteaux d'eau qui dépassent. Et on s'est dit, on va voir le chantier, cette ville en construction. Donc voilà, ce bâtiment, c'est une structure, quelque part comme Clichy, mais on essaye de dire, on va la garder aussi visible que possible, avec d'une part ce genre d'espace qui est extérieur, qui est à l'intérieur du volume, mais qui est extérieur, et puis une stratégie un petit peu pour arriver à garder tout ce béton visible, c'est-à-dire que comme c'est un bâtiment qui n'a pas d'inertie, c'est-à-dire que ce n'est pas un bâtiment fermé, on se dit que le concept, c'est qu'on a différentes bulles et qu'on isole par l'intérieur, et chaque espace est isolé indépendamment. C'est-à-dire qu'il y en a qui peut refroidir pendant que l'autre il chauffe. On n'est pas obligé de chauffer ou refroidir le bâtiment dans son ensemble. C'est une série de bâtiments, c'est une série de lieux qui cohabitent. Voilà un petit peu le bâtiment on avait proposé donc de dégager cette place publique qui a à peu près la taille, bon là c'est déformé, hein, on est en grand angle, mais qui a à peu près la même taille que le terrain sur le toit. On a dit c'est un lieu public parce qu'on a une place publique sur le toit et au sol, et puis entre les deux on a cet escalier qui convoque un peu une sorte d'expérience, un peu, là on le suit, on voit le départ avec un passage public pour garer les vélos, qui est un petit peu l'expérience d'une bouteille de Klein, vous voyez, où on est à l'extérieur, on rentre dans le volume et on reste à l'extérieur un petit peu. Donc il y a un peu une expérience spatiale qu'on retrouve un petit peu, peut-être à Vanches, dans Beaubourg, vous voyez, quand on entre dans Beaubourg, c'est Bernard Cache qui en parlait, on entre dans Beaubourg et puis on est sur ce parvis penché, qui a quelque chose d'un petit peu théâtral, c'est déjà quand même de l'architecture quand même. On entre, il y a des taches de pluie dans le hall qui est très grand, sur le béton, on est quand même un peu à l'extérieur, mais on est rentré malgré tout. Après, on prend l'escalator, et l'escalator, alors lui, on est vraiment dans un tout petit espace, on est à l'intérieur, mais on est dehors, en fait, on est ressorti, et il fait beaucoup plus froid. Et après, on arrive sur la terrasse, et là, on re-rentre dans le volume, mais on est vraiment encore plus à l'extérieur, et après, on re-rentre à l'intérieur dans les salles d'expo, et ça y est, on est apaisé, mais il n'y a pas cette tension entre intérieur et extérieur, l'ambiguïté de savoir si on est vraiment dedans ou pas. Donc, il nous semble un petit peu cette expérience. Voilà l'espace urbain en train de se fabriquer autour, c'est-à-dire que le bâtiment est arrivé avant la ville. Là, on a les premiers trottoirs qui s'installent. Et tous ces lieux que vous avez beaucoup dans votre école, qui sont des lieux qu'on qualifierait de pas programmés, une sorte de luxe. C'est comme des friches, un petit peu. On disait que c'était des lieux vides, mais il ne faut pas dire vide, parce que je pense qu'il y a un côté un petit peu péjoratif. C'est pas vide, parce qu'ils sont là, ils existent, quoi qu'il arrive. On s'est dit qu'ils trouveraient leur fonction plus tard. Donc ça, c'est un lieu qu'on appelle la mezzanine, et qui n'a pas de fonction en particulier, sauf peut-être de se retrouver quand il pleut, et que c'est un rôle d'auvent, un petit peu. On a réussi à obtenir une table de ping-pong et un baby-foot, juste avant la visite du ministre.
Et c'est un lieu bon, qui nous amusait. Même la taille de l'escalier lui-même, l'escalier il nous amène jusqu'au bord de la façade, on arrive au bord de la façade, on voit dehors, on revient à l'intérieur, il y a une expérience de l'ascension un petit peu. On disait, voilà, quand on verra la grande façade, on dira comment on monte là-haut, on fera un petit peu son chemin comme vous voyez, des alpinistes sur la face nord. Et ça, ce sont les circulations périphériques. Et là, par exemple, vous voyez, à gauche, il y a le square et à droite, il y a l'escalier qui est extérieur. Donc on est à l'intérieur du bâtiment, mais on est entre deux parois vitrées qui sont chacune qui nous met une situation de pont. C'est un pont. Et cet escalier-là, on ne sait pas si on est dedans ou dehors. Ça sont les salles de danse. On a travaillé. Alors c'est le seul endroit où vraiment le bâtiment est coupé dans son axe. On a utilisé notamment le miroir des salles de danse pour refabriquer un peu cette sensation d'étage complet, un petit peu infini. On voit l'école centrale d'Oma en face, avec toujours cette structure qui trame, en fait, qui définit tous les espaces. Beaucoup de choses visibles, beaucoup de techniques, et finalement le terrain. Vous voyez le château d'eau au fond à droite, et on arrive à peu près à la cime des arbres. C'est un bâtiment un petit peu étrange dans son contexte, qui est super horizontal, et qu'on avait un petit peu défendu comme une série d'espaces publics superposés. Voilà. Alors là, je vous montre un tout petit peu les coupes pour vous dire qu'il est plus compliqué qu'il n'y paraît. Effectivement, entre ces doubles hauteurs et les simples et doubles hauteurs, les poutres sont très, très basses. Elles sont à 2,10 m. Donc quand on passe sous une poutre, on baisse la tête. Donc c'est quelque chose qui nous paraissait assez fort. Le contraste entre les espaces hauts et bas, d'autant plus que les espaces hauts sont plutôt en haut. C'est-à-dire que le bâtiment, il donne une sensation dans sa composition d'être un petit peu monté à l'envers, sans dessus-dessous. Voilà, toutes les coupes en fait à l'intérieur. Ça, c'est le dernier aspect du bâtiment, c'est la nuit. On a mis un petit effort sur l'éclairage un petit peu plus fort dans tous les espaces qui sont publics, qui sont l'espace de circulation à l'intérieur, pour qu'ils puissent être visibles. Il y a une question de sécurité, mais aussi une sensation. Vous voyez, on a peint le sol en blanc, pour que la nuit, cette terrasse vide soit un espace un peu puissant, qu'on puisse la voir de l'extérieur, et pour que le bâtiment vive aussi longtemps dans la durée. On a fermé finalement l'accès à l'escalier parce qu'on a accepté finalement, parce qu'on a vu que les jeunes étudiants ils grimpaient tout de suite par-dessus la barrière pour monter, pour jouer au basket avant que le bâtiment soit fini. Donc on s'est dit, bon, ça va, on peut mettre un rideau roulant, de toute façon ils jouent déjà au basket avant que le bâtiment soit livré. Donc voilà, on s'est dit, ok, on fait une petite entorse, mais le Crous saura le gérer parfaitement. Bon, ce qui n'est pas tout à fait le cas à mon avis, mais bon, c'est une autre histoire. Voilà un petit peu l'ambiance voilà, on parlait de station-service, un peu de ces endroits qui ont une sorte d'intensité, mais qui ne vient pas de la densité urbaine, parce que finalement le quartier n'est pas si dense que ça, il l'est beaucoup plus aujourd'hui, mais qui sont des lieux d'intensité parce qu'ils marchent 24 heures sur 24, c'est là qu'on peut se rencontrer, finalement, comme les 7-Eleven, les épiciers, les endroits qui sont ouverts la nuit aussi. Alors Boulogne, je suis resté un petit peu longtemps sur Saclay, parce que c'est un petit peu un bâtiment manifeste pour nous. Alors Boulogne, c'est un autre groupe scolaire qu'on a fait un petit peu après, pas longtemps après. On est dans un contexte très urbain. Ce sont les anciens terrains des usines Renault qui étaient libérés, donc un ancien terrain industriel. Il reste quelques bâtiments, vous voyez le parking à droite, et puis un autre équipement scolaire en face. Et là, la difficulté, c'est d'être dans un endroit très dense où finalement il faut superposer les écoles et aussi un gymnase. C'est-à-dire que c'est un bâtiment qui est très vertical. Et donc on travaille beaucoup plus sur une composition urbaine, mais avec une tôle qui convoque plutôt l'image des containers. Et qui ont fait que le voisinage, je trouve que ça ressemble un peu trop à un hangar Ikea. Mais en fait, l'idée du bleu est venue de cette position du bâtiment avec sa place
devant, c'est une place urbaine, c'est une place de ville, hein, qui a cette taille-là, qui est triangulaire. Et on s'est dit que ça crée vraiment un point de vue sur le bâtiment. On va arriver par là, quasiment. Alors que Saclay, si vous voulez, il est multi-orienté, on ne sait pas de quel côté on va rentrer. Laval, pareil. Et celui-là, par contre, il est très posé dans une perspective et on se dit, on le fait rarement, on n'avait jamais travaillé avec la couleur, on s'est dit on va travailler un peu avec cette perspective atmosphérique, vous savez, comme dans la peinture de paysage flamande notamment, ou de Vinci, vous savez, les couleurs du paysage, plus elles sont éloignées, plus elles sont bleues, violettes, pâles. Et on a une sensation de perspective, de profondeur à travers la couleur. Donc on s'est dit qu'on allait travailler sur une palette de bleu qui va faire que le ciel va un petit peu tomber. Enfin, l'idée, c'était de faire tomber le bleu du ciel sur la place. Donc c'est vraiment une approche picturale qui n'est pas forcément habituelle dans le travail de l'agence. Et avec l'idée qu'on retourne en fait cette tôle bleue qu'on a fait fabriquer un petit peu sur mesure pour réussir nos angles, et qu'on retourne, vous voyez un petit peu ça, c'est la composition urbaine. C'est une sorte d'îlot, un petit îlot avec différents volumes de bâtiments, avec l'idée que le bleu se retourne à l'intérieur, et qu'on ait la même matière à l'intérieur et à l'extérieur, parce que c'est à nouveau un bâtiment très, très fermé. Ce qu'on aime bien, on ferme, mais on laisse toujours une petite porte. On se dit qu'un jour, peut-être les écoles seront ouvertes, donc il y a une façade vitrée de la cour des petits qui sont en bas, qui peut potentiellement s'ouvrir sur le square. Mais sinon, on a cette idée d'un bâtiment très monolithique dans lequel on entre dans le bleu, dans ce bleu du ciel. C'est une autre expérience qui est plus picturale, ouais, disons. Tout est un petit peu bleu, avec différentes nuances. Vous voyez le contraste un petit peu avec les anciens bâtiment Renault, et le gymnase qui est posé sur la proue, c'est-à-dire que la partie la plus haute est en réalité le gymnase, qui est fait avec ce même verre, ce même verre en U, isolé qu'on a utilisé à Clichy, qui était blanc et qui est bleu ici. Ça se voit pas parce qu'il est à contre-jour, mais c'est un verre bleu, le fabriqué en bleu, on a réalisé. Et c'est là une salle en fait c'est la part la plus intéressante du programme, qui est ouverte au quartier le week-end et pendant les vacances. Donc, on s'est dit que c'était intéressant de faire que ce gymnase soit un petit peu comme un équipement public, une sorte de bonus, parce qu'il n'est pas qu'une école. Et donc c'est une salle qui est un petit peu suréquipée, on peut y projeter un film ou faire un concert. Il y a juste une technique un petit peu différente, et on peut y accéder indépendamment par un noyau qu'on a placé judicieusement, de telle sorte qu'il puisse être accessible de l'intérieur de l'école et de l'extérieur. Donc le gymnase est en fait une sorte d'interface avec le quartier. Voilà, c'est une suggestion pour vos projets. Vous pouvez, un équipement peut être plusieurs équipements en eux. Alors Montpellier, c'est un petit peu aussi le discours qu'on a un petit peu développé, que c'est un bâtiment et plusieurs lieux en même temps. Là, on se retrouve dans la situation un petit peu de Saclay, où il y a un quartier qui commence, étrangement avec le même urbaniste, et le quartier n'est pas là. On est à côté de la gare TGV, le long d'une autoroute, un beau no man's land. Il faut commencer. Ce sont des bureaux. C'est un programme intéressant au départ. Il s'est transformé un peu au fil du temps. C'est quelque chose entre l'équipement et l'espace tertiaire, c'est-à-dire que l'idée était de recevoir des jeunes industries de la high-tech. Donc c'est un programme qui vient un petit peu de Laval. Je pense que Laval a un petit peu amené ce focus sur le type d'activité qui demande beaucoup de flexibilité, puis un regard par rapport un vocabulaire, un imaginaire technologique. Et là, en cherchant dans les bureaux, c'est soit 12 mètres, soit plus 18-19 mètres de large. Vous savez, c'est plutôt des choses linéaires, avec un noyau au milieu. Il y a un tiers qui est aveugle. Et puis c'est typiquement, on en a conçu des comme ça. Et on s'est dit qu'on peut peut-être travailler sur cette typologie, mais là, on essaie de la réinventer. On s'est dit comment on peut faire du bureau pour qu'il y ait un peu plus d'interaction entre les différents lieux, tout en étant un petit peu flexible.
Parce que l'idée de la flexibilité qu'on critique un petit peu, on se dit la flexibilité, c'est pas la neutralité, c'est pas pareil. Hein. C'est pas parce qu'un plateau, si vous voulez, un plateau de bureau qui fait 5-6 mètres de profondeur sur, je sais pas, sur 100 mètres avec un faux plafond, un faux plancher, tout ça, ça donne pas trop envie de faire quelque chose. Donc l'idée de l'enjeu quand même de la flexibilité, c'est que ça convoque une activité, c'est-à-dire que le lieu convoque une occupation, pas tant un usage qu'une occupation. Et on s'est dit, ben, étrangement, les bureaux typiques, c'est flexible, mais ça ne donne pas envie d'y faire grand-chose. Il faut une contrainte. Et la contrainte, elle est nécessaire parce qu'il n'y a pas de liberté sans contrainte. Donc là, la contrainte, c'est ce plan en damier qui est une typologie. Alors, c'est autre chose. Là, vous êtes dans une architecture très méditerranéenne. Ça, c'est une autre forme d'architecture méditerranéenne puisqu'elle travaille à partir de patios. Et donc, l'idée, c'est de travailler sur des petits plateaux libres qui font 12 mètres par 12 mètres environ. Excusez-moi pour on arrondit un petit peu, mais en gros, l'idée, c'est cette petite largeur de bureau qui est éclairée naturellement des deux côtés. Et donc, il peut être ventilé aussi naturellement pour ne pas avoir de climatisation. Donc, c'est du béton aussi bas carbone pour avoir de l'inertie, pour arriver à ventiler tous les endroits du bâtiment. C'est-à-dire que tout est que des espaces traversants. Voilà un petit peu le plan. C'était un bâtiment en 2 phases aussi. Ça d'ailleurs, je me souviens maintenant, je pense en direct. C'était un bâtiment en 2 phases. Donc il fallait imaginer une extension et même un point haut. Voilà. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on s'était dit, en travaillant sur cette trame, qui est une trame plus ou moins infinie, donc on l'avait imaginé un peu comme un gros bloc, ça allait être comme un parpaing. Pouf. Voilà, la première pierre, c'est un parpaing, ça allait assez logique. Donc on l'avait fait relativement fermé, avec quelques trous qui suggèrent qu'il y a quand même quelque chose à l'intérieur, à découvrir, mais c'est pas un bâtiment du tout ouvert comme Saclay, c'est un bâtiment qui se découvre, pouf, et avec l'idée que peut-être l'intérieur est plus grand que l'extérieur. C'est-à-dire qu'on voit un petit bloc, et après on entre, et on s'aperçoit qu'il y a une sorte il y a des grands volumes à l'intérieur. J'ai fait une petite digression là, j'ai oublié mon fil. Ouais, l'idée, c'est que ce plan, j'espère que ça va venir, c'est un plan un petit peu modulaire, voilà. Où on part d'un noyau, ça c'est un noyau de dessert où vous pouvez avoir les cuisines, l'ascenseur, les vestiaires, tout ce qui est un petit peu dans le noir, qui est le tiers qu'on met dans un bâtiment de bureau. Et autour, on a 4. Et ce noyau dessert 4 plateaux qui peuvent être aménagés de manière différente. C'est que ce sont des petites entreprises, donc ça suffira toujours. Une entreprise, elle peut prendre un plateau, ou 2, ou 3, ou 4, ou réduire. On sait, les agences, ça augmente, mais ça réduit aussi. On est typiquement dans ce cas. Et avec ce schéma, une alternance des noyaux et des patios, on arrive à fabriquer une sorte de forme dont le coefficient, enfin tous les coefficients de surface auxquels on doit répondre est à peu près équivalent à celui d'un bureau standard, même si la typologie est complètement différente. Donc ça, voilà, c'est une trame infinie potentiellement, et c'est comme ça qu'on, dans le schéma initial au concours, on propose l'extension, qui est simplement l'extension du bâtiment. C'est-à-dire que même si la première phase, elle est finie, on peut toujours l'étendre. Et toujours avec l'idée que c'est un peu une infrastructure capable et une vie qui peut s'y installer au fil du temps. Alors le noyau a un petit peu évolué, on a cherché de l'efficacité, il y a quand même un enjeu économique, je pense, qui est assez visible dans tous les projets. Comme le budget était très faible, parce qu'on était plutôt sur l'échelle basse d'un bureau de standard, mais avec un petit développé de façade quand même supplémentaire. Ce qu'on fait, on réduit la hauteur des étages. On est très bas, c'est des étages très bas. Mais ça ne se voit pas parce qu'on enlève les faux planchers et les faux plafonds. Et donc, on met un petit peu toute la structure visible, tout en la mettant pas complètement en valeur, mais en la traitant comme de l'architecture à part entière. Là, vous voyez un petit peu c'est la place centrale. En fait, on avait défendu ce projet un petit peu comme on avait défendu initialement un univers un petit peu industriel, la nouvelle industrie aujourd'hui propre. Et le maire, dans la présentation, nous dit, parce qu'il y a eu un oral étrangement, anonyme,
Parce que le maire nous dit, mais en fait, c'est un plan de ville. Et c'est là que ça nous renvoie à Laval, c'est un plan de ville. En fait, cette trame carrée, c'est la ville romaine. Parce que Montpellier, c'est une ville romaine. Avec le Cardo et le Decumanus, les deux axes. Et en fait, l'axe, c'est le Decumanus, je crois, c'est est-ouest. Et on dit, oui, évidemment, oui, bien sûr, c'est une ville romaine. C'est le début de la ville romaine. Quand on plante... vous voyez, le pic au milieu, on crée le forum et on déploie toute la trame carrée de la ville. On se dit oui, exactement, vous avez raison. C'est à ça qu'on pensait. Et donc il y a un axe en fait, qui traverse le bâtiment, qui est une rue intérieure qui relie un parvis qui a été aménagé pareil après le bâtiment et un grand parc de l'autre côté qui a été conçu par Jacqueline Hosty. Donc là, on est un petit peu dans cette rue, avec un travail un petit peu plastique sur le parpaing qui correspond au remplissage des noyaux, qu'on a fait noir surligné de joints blancs. Pourquoi? Parce que c'est des parpaings acoustiques en fait. Donc ils sont percés. Donc comme on trouvait ça pas très joli, les petits trous, on l'a fait noir avec une mousse absorbante derrière, de telle sorte qu'on ne distingue pas les parpaings percés et pas percés. Et évidemment, ça contraste avec la structure en béton brut, bas carbone, qu'on a un petit peu expérimenté à l'époque en termes de rendu. On a eu on a eu quelques surprises, mais c'est la vie. Donc là, c'est un petit peu pour vous illustrer comment la trame de 12 mètres, comment on est arrivé tout doucement à cette trame, à ce grand carré, où là, vous avez un des noyaux techniques. Ça, c'est un espace, ça, c'est un plan libre, un open space, comme on dit, avec le plan du plafond qui est calpiné sur les banches. Alors, c'est le bâtiment le plus systémique qu'on a fait. Je crois qu'il n'y a, a pas une chose qui n'est pas posée sur une trame, une sous-trame, etc. Ça a été un jeu un peu dingue. On ne refera pas ça 2 fois, mais c'est un petit peu fou, cette volonté de tout tramer. Je pense qu'on n'est jamais allé aussi loin. Ça, c'est une salle qu'on appelait la salle Prestige. Parce qu'on pensait imaginer, on avait proposé une projection à 360, ça fait une salle de réunion ronde, finalement, et puis l'atrium, la toiture vitrée de l'atrium, qui sert aussi de cheminée en fait, de refroidissement, et un patio. Voilà, en fait, il y a un petit travail de thématisation de chaque patio, l'idée de dire, mais chaque patio est un petit peu différent. Et ça crée des repères dans ce bâtiment qui est un vrai labyrinthe. Moi, pendant le chantier, on se perd. C'est un espace qui n'a pas d'orientation, donc on était incapable de sortir. C'était un vrai piège. On arrivait à rentrer, mais pas à ressortir. Et voilà, là, la salle ronde de réunion qui créait ces espaces très pincés et des bureaux assez typiques, mais qui étaient en fait toujours un tout petit peu différents. Enfin, c'est une trame très homogène, mais il y a toujours un angle. Ici, on a posé des terrasses aux 2 extrémités de la rue, qui sont l'entrée de la rue intérieure, qui fait qu'en réalité, il n'y a pas 2 plateaux qui sont identiques, même avec cette trame, du fait qu'on s'inscrit dans un site avec la courbe, dans le plan, en fait, qui est la courbe, qui est la limite du site. On s'était posé la question de comment on le finissait. Et ça, c'est le rez-de-chaussée qui est un petit peu plus haut et qui accueille toutes les activités publiques. Voilà, une cafétéria, le petit forum, petite place de réunion qui est aujourd'hui a priori utilisée par une école à côté. Donc c'est un projet qui était beaucoup plus équipement, qui s'est transformé beaucoup plus en lieu tertiaire, mais on a essayé de garder un petit peu cet aspect public, notamment avec le grand espace qui peut servir d'équipement pour d'autres équipements autour qui n'ont pas un grand espace vertical chez eux. Ce sont les images du chantier aussi, qui nous paraissaient intéressants, là, les vues de la structure en patio. Et la maquette concept je ne sais plus quand on l'a faite, qui montre en fait toute la structuration. En fait, l'idée, c'était qu'on s'était dit on va aller au bout de l'idée de flexibilité entre guillemets, avec l'idée qu'en fait chaque plateau peut être accessible par l'extérieur. C'est-à-dire qu'en fait c'est plusieurs. Si vous regardez précisément, vous n'êtes pas obligé d'avoir une entrée non plus, mais ce sont des modules tous un petit peu indépendants, qui fait qu'on pourrait y faire du logement là-dedans.
on peut faire des plans de logement. Je suis quasiment sûr qu'on arrive à trouver une entrée aménagée sans passer chez le voisin à cause des noyaux qui desservent un petit peu tout, qu'on passe par un patio, un noyau. Il faut aménager quelques halls en bas. Mais c'est un bâtiment sans hiérarchie, sans centralité véritablement. 6e, il y en a 7, hein, donc on arrive un peu à la fin. C'est à Bruxelles, c'est un bâtiment qui a aussi, je pense que Saclay était un bâtiment clé pour nous, qui a défait peut-être des petits schémas qu'on devait avoir, des petits blocages. Ça s'appelle la Tour des Sports. Moi, je pense qu'il a été inspiré dans son programme par Saclay. L'idée, c'était de superposer différents sports le long du canal. Il y a un grand plan, hein. Vous savez, à Bruxelles, il y a le grand plan canal qui est un plan d'aménagement et de développement. Donc l'idée, c'était de monter ce programme sportif, mais vertical. Donc là, on reprend l'idée, parce que il y a toute une connotation industrielle qui est beaucoup plus claire de l'autre côté, sur l'autre rive, avec des hangars et des lieux industriels. Donc on reprend dans l'imaginaire un petit peu les béchères. Là, on avait acheté toute la collection des béchères là, qui ont une esthétique à eux. Vous allez voir ça dans les rendus. Et c'est tout un travail d'organisation, de superposition autour des flux. En fait, le bâtiment est à l'extrémité. Là, c'est le plan de rez-de-chaussée. Et à l'extrémité, sur cette axonométrie difficile à comprendre, on est au bout d'une grande promenade et on arrive par le petit côté, par une façade qui est en fait extrêmement étroite. Et c'est à partir de cet endroit étroit qu'on doit donner accès à toutes les activités sportives. Donc, on est un petit peu comme dans le cas de Saclay, sauf qu'on n'entre pas par le centre, mais on rentre par le bord, quoi, par vraiment l'endroit le plus compliqué. Donc, ce qu'on imagine, c'est un petit peu une tour un petit peu évidée avec l'escalier qui monte, qui traverse tous les programmes, qui vont directement au terrain de padel tout en haut. Entre deux, il y a les terrains, il y a les murs d'escalade, et puis le plus gros programme, qui est la grande salle de sport, qui est en bas, parce qu'elle draine énormément de public, et donc pour les questions d'efficacité, un petit peu de flux, on la situe en bas, et au l'étage du rez-de-chaussée, on a un gymnase, plutôt pour la gymnastique. Donc voilà, et donc on imagine une structure qui est étrange, parce qu'on se dit qu'on doit, pour avoir la grande salle libre de poteaux, on doit suspendre, étant donné les dimensions du site, on doit suspendre le plafond supérieur de la salle par-dessus, mais sur sa grande longueur. Parce qu'on n'a pas la place dans l'autre taille, et on se dit on va fabriquer 2 tours. Alors il y a la tour un peu transparente qui est celle de l'entrée avec l'escalier, puis il y a l'autre tour qui est la tour un peu technique avec les vestiaires qui est redécoupée en plein de petits étages qui va porter tous les flux techniques. Et entre ces 2 tours, on tend une sorte de pont, là, de structure tendue, et ça fabrique un petit peu toute l'image. Vous voyez, ces 2 tours et ces poutres tendues de part et d'autre. Là, on est dans clairement un registre de l'infrastructure. Aussi, vous voyez en couple la tour technique avec les vestiaires et les équipements techniques, et puis la tour d'entrée, et espèce de gros rocher qui est suspendu dans le ciel. Voilà un petit peu le principe de la superposition. Et des espaces aussi qui sont extrêmement extérieurs. On s'est dit qu'au niveau du gros rocher, on est sur une espèce de terrasse intéressante à cette altitude, qui peut recevoir, pareil, un programme qui n'est pas encore là, mais on pourrait avoir une cabane, on pourrait de la street food, mais dans les airs. Voilà la série de plans, une sorte de pont, de structure métallique comme une structure de pont. Alors, le dernier projet dont je vais vous parler, c'est un concours qu'on a fait après. C'est bon, c'est presque fini. Ça, c'est un projet qu'on a fait après donc Montpellier, mais qui rentre dans cette catégorie de nos grands bâtiments tout horizontaux.
Alors c'est un Clichy-sous-Bois cette fois, hein, c'est pas le même que c'est un autre Clichy qui est une banlieue beaucoup plus dure, beaucoup plus difficile, mais qui accueille une nouvelle station de métro. Il y a un très beau projet qui est l'idée de créer un lieu, un atelier, donc ça s'appelle des ateliers de Médicis, un atelier dédié aux arts vivants, plutôt danse, chant, donc basé beaucoup sur le corps et la culture de la rue dans ces quartiers difficiles, mais qui connaissent bien la culture de la rue. Et là, on s'est dit qu'on va faire un bâtiment plat parce que ça tient l'espace public. Déjà, on s'est dit que c'est pas mal. Et aussi, vous voyez, un petit peu chaotique quand même, face à la station. Et puis, une idée qu'on a... on a commencé le concours avec Titan, et qui arrive avec une idée intéressante, c'est de mettre la salle, la grande salle, on appelle ça la boîte noire, ou la black box, c'est la salle de répétition, de concert, c'est de la mettre au milieu. Alors, en général, vous avez dans un opéra ou une salle de spectacle, on a l'espace d'entrée, après on a la boîte noire, et après on a la logistique. C'est-à-dire que vous êtes un peu transparent, ouvert sur la ville sur un tiers. Et puis les 2 tiers, c'est aveugle. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun contact avec la ville. Donc l'idée, là, on s'est dit, on met la boîte noire au milieu. Mais par contre, on l'ouvre sur tous les côtés avec un système assez low-tech. Bon, on a regardé tous les systèmes un peu de flexibilité des salles de spectacle qui, en général, ne marchent pas ou marchent rarement, parfois, comme dans la Maison du Japon, parce qu'ils ont une infrastructure extraordinaire, quoi. C'est tout mécanisé. Nous, on n'a pas du tout le budget pour faire ça. Donc, on met juste une double rangée de panneaux pivotants qui assurent l'acoustique et qui font des espaces de rangement. Et l'idée, c'est que cette salle, elle s'ouvre sur les studios qui sont sur les côtés, sur la salle d'exposition qui est en bas, sur le hall d'entrée à gauche et sur l'espace de logistique à droite. Donc, en fait, c'est une salle cette chose permet d'avoir plein de configurations. Ça, c'est la configuration ouverte sur le hall et la salle d'exposition. Donc l'idée, c'est finalement, ça nous mène à faire un plan en structure d'oignon. Je vais appeler inside out, je n'ai pas trouvé un mot en français. C'est l'idée qu'on prend le programme et on le retourne comme on retourne un gant. Ou comme en anglais, on dit to skin the rabbit, oui, quand on enlève la peau du lapin pour le manger. Là, on met le truc à l'envers parce que toute la logistique, en fait, tout le backstage, tout ce truc un peu extérieur, on le retrouve en façade. Vu que la belle salle, elle est au milieu, toute la technique se retrouve à l'extérieur, ce qui nous ravit tout à fait parce qu'on se dit que ça nous donne une bonne opportunité de travailler un espace périphérique particulier, notamment avec des passerelles. On s'est dit qu'on pourrait l'éclairer, la sonoriser, en faire un lieu de répétition aussi. Voilà la boîte qui s'ouvre un petit peu, et ça nous a donné, je crois, une douzaine de configurations possibles. Là, c'est catwalk, hein, on traverse le bâtiment de l'entrée jusqu'à la sortie. On a imaginé un petit forum sur la moitié de la salle en croix. Là, on a simplement ouvert on avait équipé de grandes portes le hall d'entrée, donc c'était une sorte de petite place semi-ouverte. Ça, on a redécoupé la salle, c'était prévu dans le programme. Là, c'est une des plus grandes salles d'expo d'un seul tenant de toute la région parisienne. Et on s'est dit que c'était intéressant, c'est un espace qui n'existait pas. Là, on utilise la logistique, l'espace logistique aussi pour en faire un lieu d'exposition, pourquoi pas. Et ça, voilà, sont les espaces en fait qui sont en périphérie, sur une triple hauteur, avec des ateliers sur les mezzanines. Et tout cet espace, cette circulation, qui est un espace, qui est un tampon thermique, mais qui est aussi un lieu de vie. On y a installé toutes les passerelles. On a fait une très belle rencontre, parce que c'est vrai qu'on n'y connaissait rien du tout en art vivant. On avait rencontré Boris Charmatz, qui nous avait dit, mais vous savez, aujourd'hui, la danse, Charmatz c'est quand même une pointure, et il nous dit, aujourd'hui on a des sneakers. Donc la salle avec les lambourdes, double lambourde, tout ça, certes, mais aujourd'hui, dans la danse contemporaine, on danse sur les espaces publics, dans les églises. J'avais vu à Saint-Eustache, on danse partout. Et les lieux, avec leurs propres particularités, ils nous encouragent à travailler sur des chorégraphies particulières.
Et on s'est dit, bah, oui, c'est vrai, tout le bâtiment, il peut être un lieu de danse et d'expression corporelle. C'est vrai. Donc on traite finalement cette circulation comme un lieu à part entière. Et on l'équipe notamment de grands rideaux là, qui font 12 mètres de haut. Alors pour les questions thermiques, mais aussi parce que ça donne un côté théâtral et parce qu'il y a effectivement une population de filles qui n'ont pas forcément envie d'être vues en tutu ou en habits qui ne sont pas ceux de la rue. Et on se dit que ça peut aussi créer une intimité et des conditions de danse un petit peu différentes par rapport au contexte urbain. Et puis ça a initié aussi un travail sur le textile, puisqu'il y avait un atelier textile à l'intérieur du programme, voilà, avec ces grands rideaux qui parlent de cette fonction de théâtre. Là, la coupe, vous voyez un petit peu l'idée de l'oignon avec les 3 couches, même la 4e, hein, le rideau est quasiment une quatrième couche, et on avait proposé aussi d'habiter le toit avec des espaces d'exposition en plein air avec des murs, mais sans toit. C'est-à-dire on ferait des espaces d'exposition sans toiture. Voilà, c'était un petit peu le concept du rideau et les expérimentations sur la texture du textile à cette grande échelle, puisqu'il fallait trouver on a travaillé un petit peu sur des logiciels pour retrouver la densité nécessaire pour travailler sur un plissé qui soit à l'échelle du bâtiment. Voilà, ben merci pour votre attention. Vous étiez très sage. Il y a des questions ou pas? Bah oui, déjà. Merci pour la présentation déjà. Moi, je voulais revenir sur la matérialité de vos projets, parce que tous les projets que vous avez convoqués, ils ont quand même une matérialité très minérale. Vous travaillez beaucoup avec le béton, l'acier. Il y a de plus en plus d'équipements maintenant publics qui travaillent avec des matériaux biosourcés, géosourcés, du bois par exemple. Bon, c'est vrai que l'usage du béton et de l'acier, ça permet de déployer la générosité que vous avez dans vos projets. Et je voulais savoir si vous commencez un peu à vous questionner aussi sur ces dimensions-là, en fait, travailler sur des projets avec des matériaux biosourcés, géosourcés, qui du coup, en termes de structure, en termes de coûts aussi budgétaires, ont d'autres contraintes par rapport au programme. Voilà. Alors on a fait plein de projets en structure bois, il n'y en a aucun qui s'est construit, parce qu'il coûte plus cher, c'est pour ça. Donc nous, sincèrement, dans notre vie, on a eu une seule fois un projet qui avait le budget qui correspondait au programme. On est quand même dans un moment de crise où on a des projets publics mais qui n'ont jamais le budget qui correspond. Donc la structure bois en général, c'est un luxe. Enfin, c'est un luxe qu'on n'a jamais réussi à se payer. Dans ce projet Médicis, on nous a reproché, par exemple, je sais, hein, je n'étais pas dans le jury, mais j'ai su qu'on était trop béton, alors qu'il y a le minimum de béton. Les 4 noyaux, en fait, représentent très peu de béton et on a dû les augmenter un petit peu pour avoir suffisamment d'énergie. Donc ils sont très béton, mais c'est parce qu'on le voit. Nous, dire qu'on a plutôt tendance à montrer, et je pense que la plupart... C'est-à-dire qu'il y a eu un projet en bois qui a gagné, mais ça veut dire qu'il a autant de béton que nous. Donc il y a plus de matière. Donc si on fait un calcul carbone, il est moins bon que nous. Donc le biosourcé, certes, il faut faire le calcul. Moi je pense que c'est important de faire les calculs et pas prendre des matériaux pour leur aspect symbolique. Je pense que nous, on en fait un petit peu, hein, nos calculs pour voir. Par exemple, aujourd'hui, là, on travaille sur des logements à Paris. Pour réduire la quantité de matière tenir, par exemple, il y a des planchers en béton, mais des façades des planchers en bois, mixtes, bon, c'est parce qu'on est en train de le faire, et des façades en béton. Parce que l'isolation par l'intérieur est plus coûteuse en termes de carbone. Donc en fait, en faisant monter le carbone, vous pouvez aussi faire monter la quantité de béton. Si vous faites les calculs. Donc c'est pas si simple. Les choix peuvent pas être des choix que symboliques et moraux. Je pense qu'il faut entrer dans les logiques constructives et économiques aussi pour arriver. Il se trouve que nous, par rapport à l'aspect climatique, on a eu 2 modèles. On a eu qui vont effectivement à contre-courant de ce qui est souvent préconisé, mais qui nous paraît pas
toujours justifié. Alors, politiquement, symboliquement, oui, souvent c'est juste. Mais par exemple, vous voyez, moi, d'avoir perdre ça parce qu'il y a trop de béton, ça me révolte un petit peu, puisqu'il n'y en avait pas assez initialement pour l'inertie. Donc il faut travailler en vraie structure. Bon, on l'a fait quelques fois, ça correspond souvent plus à des bâtiments où il n'y a pas besoin forcément de grande portée, enfin, ça peut marcher. Je pense qu'on n'a encore pas un moment où on n'a pas atteint la maturité, je dirais, avec le bois encore. Je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire pour l'utiliser plus facilement, plus tranquillement, et que ce ne soit pas un surcoût, quoi. Moi, ça serait l'idéal, quoi, de pouvoir avoir un vrai choix de matériaux qui ne soit pas que dicté par l'économie. Par ailleurs, je pense qu'il y a aussi des logiques dans le choix des matériaux, il y a aussi des logiques culturelles. On travaille à l'étranger dans des pays où le métal est moins cher. Et ils ont une culture dans des entreprises qui travaillent le métal. On travaille, notamment sur une usine, c'est justifié parce que ça marche. Mais nous, on est en France, on a une culture du béton qui rend aussi le basculement peut-être plus complexe. Mais je pense qu'il faut, quand on parle de la matière, il faut regarder un petit peu tout. Il y a même l'enjeu de la biodiversité. Donc l'origine du bois est quand même importante parce que les grandes forêts de bois sont des lieux où il y a moins de biodiversité qu'en ville. Sont des industries. Hein. Il n'y a pas d'insectes, il n'y a rien, quoi. Donc il faut aussi voir comment le bois est cultivé. Je pense qu'il faut à chaque fois prendre du recul et se demander quel objectif on a. Il y a quelques années, c'était la thermique. Et aujourd'hui, on change. Et les repères changent et les constructions, elles changent en même temps. Et nous, comme nos bâtiments, le problème, c'est que l'architecture, elle est lente, et puis les réglementations, j'ai l'impression qu'elles vont plus vite que la construction. On se retrouve avec des choses, on me dit, mais comment vous avez fait ça? Je vous rappelle, en 2012, où on en était dans nos dogmes environnementaux. On pensait comme ça. Et après, ça évolue, on a fait des bâtiments un petit peu thermos, après on a réintroduit le carbone qui a convoqué le bois, et on a de nouveaux repères carbone qui font réévoluer les choses également. Donc, voilà, c'est juste une discussion où il me semble qu'il faut être attentif, il ne faut pas le prendre d'un point de vue symbolique. Pour nous, s'il y a une justification, si c'est le bon matériau au bon endroit, c'est intéressant. On a fait des projets de logement étudiant où, par exemple, il y a des petites portées, le bois marche bien, quoi. Et puis Je pensais par exemple dans la menuiserie, des choses comme ça. Pardon ? Par exemple, dans la menuiserie, les menuiseries sont beaucoup en ouais, acier. on est en aluminium là, ou en acier. Ouais. Acier, Ça, c'est parce qu'on aime bien. Mais ça, une autre chose, il y a notre premier concours en 2009, c'était Stendhal qu'on gagne, menuiserie bois interdite. Et c'était interdite à l'époque. Donc vous voyez, on a mis 8 ans pour le construire. Donc on le sort, on dit mais pas de menuiserie bois, c'était interdit. Le bâtiment de Clichy, on a dit mais il n'y a pas assez d'arbres pour les enfants. J'ai dit les arbres interdits parce que les enfants ils mangent la terre et les arbres. Donc c'était une lutte pour mettre des arbres à l'intérieur. Et aujourd'hui on dit mais il n'y a pas assez d'arbres. Imaginez le temps que sur 8 ans, Montpellier a mis un peu de temps, l'idéologie elle change. L'architecture ça dure longtemps, quoi. Faut nous pardonner quand on sort le truc, il ne correspond pas exactement à la pensée du moment, quoi. Moi, en attendant peut-être qu'il y ait d'autres questions, moi j'en ai une, Gilles. Merci déjà pour cette présentation, super. Tu nous montres des projets qui ne sont pas qu'en France. Qu'est-ce que tu dirais justement des idéologies? Est-ce qu'il y a des choses qui sont radicalement différentes dans d'autres pays, d'autres visions, d'autres philosophies sur la question de l'architecture, de la... Oui, c'est une vraie question culturelle. Je pense que la question environnementale, elle change d'un pays à l'autre. Pas que sur cette question-là. Hein, non, oui, globalement, oui. Alors, chaque fois qu'on arrive dans un pays, aujourd'hui, on est 100% à l'étranger, donc on aimerait bien, mais on ne travaille plus trop en France. Et on a toujours besoin de traducteurs, quoi. Il faut des guides, parce qu'on ne s'aperçoit pas à quel point c'est différent. Même en Suisse, c'est tellement différent. On a une sorte de sensation que ça ressemble un petit peu, c'est un peu pareil. Mais c'est Mars, quoi. On est sur une autre planète.
Et dans tous les domaines, sur les écoles, par exemple, oui, effectivement, c'est complètement différent, la psychologie. Sur l'environnement, c'est différent aussi. Par exemple, tout l'aspect de la... Par exemple, en Belgique, je dirais que l'accent est beaucoup plus mis sur... pas tant la thermique que, par exemple, sur l'aspect de réemploi. Le réemploi est beaucoup plus valorisé. On avait fait un projet une fois où on pouvait tout démonter. C'est un jeu, mais c'est-à-dire que si ça rentre dans le calcul, le réemploi, parce que le bois n'a pas les mêmes valeurs selon qu'il est mis il est associé à du béton ou selon qu'il est seul, parce que s'il est seul, on peut le réutiliser, sinon non. Donc c'est pas les mêmes calculs. Donc on s'était amusé à faire un bâtiment qui était démontable tout en mécano. Ça, c'est en France, genre, on n'en est pas vraiment là, quoi. C'est pas valorisé, par exemple, un bâtiment qu'on peut démonter. On ne va pas dire que c'est très environnemental. Et en Belgique, peut-être, ils ont un petit peu plus. Ils ont peut-être un petit peu avancé, mais pas de la même manière. C'est-à-dire ça évolue aussi, quoi. Également. Bon, à Versailles, il y a Philippe Ram là, qui va proposer quelque chose, une petite réflexion aussi sur la question climatique. Pardon, je suis un peu bloqué là-dessus, c'est un peu le sujet du moment, mais dans le contexte du réchauffement. Avec l'idée, pas seulement comment on combat, mais comment on s'adapte au réchauffement aussi. Qui est une autre question qu'on n'a pas encore absorbée nous-mêmes. Comment on va construire quand le climat aura augmenté de degrés? Comment on va faire? Et à mon avis, qui est vaste, hein, parce que ça touche la production, les modes de... En fait, souvent les questions de carbone, c'est ça. Il faut aller chercher sur les modes de production eux-mêmes. En fait, l'architecture, c'est que le résultat. Hein. En général, il faut aller chercher loin derrière. En France, on a une approche très particulière. Par exemple, non, mais ça va être un prochain thème d'étude. Ça va être sur l'électricité. J'ai envie de faire sur l'architecture électrique. Parce que depuis pas très longtemps, l'électricité est devenue verte. Et il y a, je sais pas, 5-6 ans, elle était pas. Donc, depuis qu'on a des centrales nucléaires qui marchent, elle est devenue verte. Donc, ça relance tout un imaginaire sur l'électricité qui est une énergie propre et qu'on va peut-être exploiter d'une autre manière, mais avec tout un tas de contradictions, évidemment, parce que, bon, je vais parler dans le sujet, mais il faut regarder Jean-Co Vici, là, qui décrypte un petit peu toute cette question de l'électricité et du coût carbone de l'électricité, quoi. Les questions ne sont pas si simples. Et dans le fond, c'est bien qu'elles ne soient pas si simples. Le problème, c'est qu'on a trop de réglementation. Et alors, il y a des pays qui sont beaucoup moins réglementés et des pays qui le sont davantage. Moi, ce que je retiens, c'est qu'en travaillant à l'étranger, il faut être accompagné. On n'y va pas tout seul, quoi, pour comprendre. Ouais. Il y a d'autres questions? Alors j'ai une question, c'est par rapport à l'infrastructure. Vous parlez d'infrastructure et vous la liez à la structure, et j'aimerais comprendre comment est-ce que vous travaillez pour créer une structure qui va derrière créer cette infrastructure. Je ne sais pas si je suis très clair. Ouais, j'ai rien compris. Comment avec la structure, qui est quand même un élément principal dans vos projets, ça permet de créer une infrastructure globale. Comment est-ce que vous travaillez la structure pour créer un ensemble? Oui, non, c'est vrai que structure et infrastructure, c'est pas la même chose. Vous dites, oui, vous faites des structures, mais c'est quand même pas pareil, une infrastructure et une structure. Moi, je pense que ce sont effectivement deux choses différentes. On a un intérêt pour les infrastructures en tant qu'imaginaire, et pour la structure qui est quelque chose de très architectural dans le fond. C'est vraiment une chose qu'on voit et qu'on travaille, qui est la chose là, les poteaux, les murs, les poutres et tout ça. Ce sont deux choses différentes. Nos choix de structure renvoient souvent à l'infrastructure, mais souvent, on ne fait pas des structures à la Calatrava, par exemple. Vous voyez, souvent, il n'y a pas un geste, il y a plutôt l'idée qu'on enlève un morceau du bâtiment et puis on voit la structure un peu bête, parce qu'elle a son architecture et que ça peut être assez touchant de voir une chose qui est posée comme ça, qui est visible, mais qui n'est pas supposée l'être au départ. Après, comment on en retourne, comment on refait une infrastructure de tout ça, je pense que c'est par l'idée qu'on
il faut... Nous, on est hyper attentif au programme, et à un moment, je me suis dit, mais dans le fond, on déprogramme aussi. On programme et on déprogramme, on défait, on enlève de la spécificité à des lieux. Moi, j'aime pas trop parler de flexibilité, parce que je trouve que ça a une connotation un peu capitaliste, c'est-à-dire qu'on se dit, l'espace idéal, c'est l'espace lisse, là, un peu deleuzien, tout glisse. Moins il y a de poteaux, moins il y a de choses, plus c'est mieux c'est. Moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve que, comme je disais, les contraintes, elles apportent quelque chose. Quand on parlait de Beaubourg, je trouve que le parvis en pente, il est beaucoup plus intéressant que les plateaux libres de Beaubourg. On a le droit d'être un peu critique. C'est un bâtiment magnifique, mais il se passe, à mon avis, plus de choses sur ce parvis qu'à l'intérieur, parce qu'il est en pente. De même, je trouve que parfois, une structure dense, elle peut être intéressante. Une grande portée peut l'être, mais pas forcément. Ça veut dire des espaces sombres, ça veut dire des grandes hauteurs. Et on ne fait pas la même chose dans une salle petite ou grande. Et je dirais que... Pourquoi je dis ça? Pour me rattraper. Pour dire que la configuration des lieux qu'on fabrique, la contrainte qu'ils imposent, l'architecture, ça impose un truc, ça convoque une forme d'occupation particulière, c'est ça qui est important. Et donc le choix de la structure va convoquer une forme d'occupation particulière. Et à Saint-Clair, c'est les poutres là qui sont normales, quoi. C'est des poutres industrielles toutes bêtes, alors que les poteaux, on les a fait tout petits, ils sont ferraillés. Il y en a, ils sont quasiment du métal tellement ils prennent, alors que les poutres sont des poutres les moins chères qui sortaient, qui sont forcément beaucoup plus grandes. Et on a travaillé sur la tension entre ces grosses poutres et ces tout petits poteaux. Voilà. Donc je pense qu'on retourne à l'infrastructure dans la déprogrammation, dans le fait que l'espace, lui, il va rester, il va être là, il va s'imposer, il va dire quelque chose, et que certainement l'architecture, elle a ce pouvoir de nous rendre libres, ou de nous donner envie de nous approprier un lieu ou pas. Et ça dépend vraiment, quelque part, c'est le moment où l'architecture devient une infrastructure. Elle devient une chose un peu plus autonome qu'un bâtiment qui est fait de... Voilà. Là, c'est les salles de classe, et c'est les salles de classe, et là, c'est la recherche, on fait que de la recherche, ou là, c'est le haut de l'entrée, on fait que rentrer, quoi. Quelque part, ça laisse peut-être une opportunité. Et pour nous, dans l'imaginaire de ces infrastructures, ce qu'on aime bien, c'est que la fonction, on la reconnaît pas forcément. Je me souviens, dans nos premiers projets, on avait fait des logements qu'on avait perdus, qui nous semblaient très bien, mais on était critiqués parce que ça ressemblait un peu à des bureaux. On s'est dit, certes, oui, peut-être c'est intéressant. Aujourd'hui, quand on parle de réversibilité des espaces, ça serait plutôt une qualité, quelque part, de faire des lieux qui peuvent être ou des bureaux ou des logements, hein, qui ne fichent pas tout à fait l'occupation. D'ailleurs, on introduit une distinction entre usage et occupation. Pour nous, l'occupation, c'est un peu plus vaste, c'est un peu plus large. L'usage, c'est qu'est-ce qu'on se fait exactement, quoi. Ben, merci. Merci.